Bienvenue à tous pour une nouvelle Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans l'univers des systèmes de paiement distribués. Plus précisément, on va décortiquer l'algorithme de consensus du protocole Ripple. Ah oui, un sujet passionnant. Le but du jeu. Comprendre comment ce protocole arrive à garantir la fiabilité des transactions et l'accord entre tous les participants du réseau. Même si certains essaient de tricher, en quelque sorte. Exactement, c'est un défi fondamental pour tout système décentralisé. Et vous nous aviez parlé d'une analogie assez frappante pour illustrer ce défi. Vous vous souvenez du problème des généraux byzantins? Ah oui, bien sûr. Imaginez un groupe de généraux byzantins. Ils doivent se coordonner pour attaquer une ville. Mais la communication entre eux est limitée. Et surtout, certains généraux pourraient être des traîtres. Des traîtres, ouais. Oui, ils pourraient diffuser de fausses informations pour saboter l'attaque. Alors, comment peuvent-ils se mettre d'accord sur une stratégie dans un tel contexte de méfiance solitaire? C'est ça le problème des généraux byzantins. Oui, en résumé. C'est une image qui illustre bien la difficulté d'arriver à un consensus quand on ne peut pas faire confiance à tous les participants. On voit bien le parallèle avec Ripple. Des nœuds malveillants pourraient essayer de perturber le système. Tout à fait. Et c'est précisément ce problème que l'algorithme de consensus du protocole Ripple, aussi appelé RPCA, tente de résoudre. Alors, comment s'y prendre, dis-le? On a lu que Ripple utilise des Unique Node Lists, ou INC. Oui, c'est un élément clé du RPCA. Mais c'est quoi exactement? Et en quoi est-ce différent d'un système où chaque nœud du réseau doit prouver une transaction WAS? Alors, au lieu de demander à tous les nœuds du réseau de se mettre d'accord, le RPCA utilise ces UNL, qui sont en fait des sous-réseaux de confiance. Des sous-réseaux. Oui, Ouais. on peut les voir comme des groupes de nœuds présélectionnés. Le consensus se fait au sein de chaque UNL et non au niveau du réseau entier. Donc, la confiance ne repose pas sur l'ensemble du réseau, mais sur ces groupes spécifiques. C'est intéressant, ça. Oui, c'est une approche assez unique. Mais comment ces UNL sont-elles constituées? Alors, comment peut-on être sûr qu'elles sont vraiment fiables? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La composition des UNL est un élément crucial pour la sécurité du protocole. Je parie qu'il y a des mécanismes complexes derrière tout ça. Absolument. L'idée principale, c'est de minimiser le risque de collusion entre les membres d'une même UNL. Collusion IL, c'est-à-dire axe. Que les membres d'une UNL s'entendent pour tricher, en quelque sorte. Pour éviter ça, on recherche la diversité. Diversité WAV. Oui, on veut des nœuds gérés par des organisations différentes, situées dans des zones géographiques distinctes, etc. Un peu comme un jury populaire, où on cherche à représenter différentes perspectives. C'est une bonne analogie. On s'efforce de créer des UNL hétérogènes, pour qu'il soit très difficile pour un groupe de nœuds malveillants de manipuler le consensus. Ah oui, je comprends. On disperse le pouvoir, en quelque sorte. Exactement. On limite le risque qu'un petit groupe prenne le contrôle du système. Mais imaginons, malgré tout, qu'une transaction frauduleuse arrive à passer. C'est une question importante, bien sûr. Par exemple, si quelqu'un essaie de dépenser 2 fois la même somme, comment le système réagit-il? Le RPCA est conçu pour résister à ce genre d'attaque. Comment? Il repose sur un vote majoritaire avec un seuil de 80%. Si au moins 80% des nœuds d'une UNL s'accordent sur la validité d'une transaction, alors elle est considérée comme valide. 80%, c'est haut quand même. Oui, ce seuil élevé rend très difficile la validation d'une transaction frauduleuse, même si certains nœuds sont malveillants. D'accord. Mais est-ce que ce seuil de 80% suffit à garantir la fiabilité du système U? Et puis, comment être sûr que toutes les UNL, avec leurs compositions différentes, arrivent au même consensus? Ce sont d'excellentes questions, et on va justement les aborder en détail dans la suite de notre exploration. Parfait. J'ai hâte d'en savoir plus. On parlait de la cohésion entre les UNL juste avant la pause. C'est vrai que la fiabilité de chaque UNL, ce n'est pas suffisant en soi. Oui, il faut aussi s'assurer que tout le réseau, tous les nœuds, arrivent au même consensus, à la même conclusion sur les transactions. Tout à fait. On veut éviter les divergences, les situations où une partie du réseau valide une transaction et une autre partie la rejette. On a parlé de fourche, je crois, pour décrire ce genre de situation. Exactement. C'est un risque qu'il faut absolument minimiser. Et c'est là que la connectivité entre les UNL entre en jeu. Connectivité AV. Oui, le protocole exige qu'il y ait un certain niveau de chevauchement entre les listes de chaque nœud. En gros, il faut que les UNL aient un certain nombre de nœuds en commun. D'accord. Yeah. Mais pourquoi? C'est quoi le rapport avec le consensus? Eh bien, imaginez deux nœuds avec des UNL complètement différentes sans aucun nœud en commun. Ils évoluent dans des mondes parallèles, en quelque sorte. C'est ça. Ils pourraient arriver à des conclusions complètement différentes sur la validité d'une transaction. Ah oui, je vois. Le risque de fourche augmente. Exactement. C'est pour ça que le protocole impose un seuil minimum de chevauchement entre les UNL.
Plus précisément, la taille de l'intersection entre deux UNL doit être supérieure à 15 de la taille de la plus grande des deux UNL. 15, c'est précis ça. C'est basé sur quoi? Ce chiffre d'Avio. C'est le résultat d'une analyse mathématique assez poussée. En gros, on a calculé le niveau de chevauchement nécessaire pour garantir que le réseau reste cohérent, qu'il n'y ait pas de fauche. Donc plus il y a de nœuds en commun entre les UNL, plus le système est solide, plus il est résistant aux manipulations. C'est ça, en résumé. On crée une sorte de filet de sécurité qui empêche des groupes de nœuds de s'isoler et de valider des transactions de manière indépendante. D'accord, je comprends mieux. On a beaucoup parlé de la sécurité, de la fiabilité du RPCA. Mais on a aussi dit qu'il était rapide. Oui, c'est un autre point phare du protocole. Mais comment est-ce possible? Comment concilier la recherche du consensus, qui peut prendre du temps, avec l'exigence de transactions rapides? Le RPCI utilise plusieurs mécanismes pour optimiser sa vitesse. Par exemple, il surveille en permanence la latence des nœuds. La latence. C'est le temps que met un nœud à répondre à une requête. Si un nœud est trop lent, il risque d'être exclu du processus de consensus. Pour ne pas ralentir tout le monde, en quelque sorte. Exactement. Le système s'adapte en temps réel aux performances des nœuds. Astucieux. Il y a aussi la fenêtre de proposition. La fenêtre de quoi? De proposition. Chaque nœud a un délai de 2 secondes pour proposer ses transactions candidates. 2 secondes, c'est court. Oui, mais ça permet de garantir une certaine rapidité d'exécution. Et ça laisse quand même le temps à la plupart des nœuds de participer. C'est un compromis, en somme, entre la rapidité et l'inclusion. Tout à fait. On veut que le processus soit rapide, mais on ne veut pas exclure les nœuds qui ont une latence un peu plus élevée. Et à part la surveillance de la latence et cette fenêtre de proposition, y a-t-il d'autres mécanismes qui contribuent à la rapidité du RPCA? Oui, il y en a plusieurs. Par exemple, le protocole inclut un système de détection des comportements malveillants. Ah oui? Si un nœud rejette systématiquement les transactions des autres, il est marqué comme suspect. Et il risque d'être exclu du consensus. On l'empêche de nuire, en somme. Exactement. On protège le système contre les nœuds qui essaient de le perturber. Et on a aussi parlé d'un mécanisme de détection de division du réseau. Oui, c'est important pour gérer les situations où la communication entre les nœuds est interrompue. Par exemple, si une partie du réseau est inaccessible à cause d'une peine. Tout à fait. Ou à cause d'une censure. Ah oui, c'est vrai. On peut imaginer des situations où certains nœuds sont bloqués. Dans ce cas, chaque partie du réseau pourra évoluer de manière indépendante. Et on risquerait d'avoir des fourches. C'est ça qu'on veut éviter à tout prix. Exactement. Alors, comment fait-on ce qu'on pense? Eh bien, chaque nœud surveille la taille de son UNL active. Son INL active. Les nœuds de son UNL avec lesquels il peut communiquer en temps réel. Si cette taille diminue brutalement, c'est un signe qu'il y a peut-être une division du réseau. D'accord. Et comment réagit-on sans ce que ça avait? On ne panique pas tout de suite. Il se peut que ce soit juste une baisse de performance temporaire. Ah oui, c'est vrai. Pas la peine de déclencher l'alerte rouge pour rien. Alors, pour éviter les faux positifs, les nœuds peuvent publier une validation partielle. Une validation partielle, non? Oui, c'est un message qui dit « Je suis toujours là, je participe toujours au consensus, mais je ne traite pas de transaction pour le moment. Ah d'accord. C'est un moyen de signaler qu'on est toujours actif, même si on est un peu ralenti. » Exactement. Ça permet de distinguer une simple baisse de performance d'une véritable division du réseau. C'est plutôt malin comme système. On a l'impression que le RPCA anticipe tous les problèmes possibles. C'est le fruit d'un long travail de recherche et développement. Le protocole a été conçu pour être robuste, résistant aux pannes. Et ça marche. On a de bonnes raisons de le penser. Il y a des preuves mathématiques qui montrent que le RPCA est résistant aux pannes byzantines. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure. Et il y a aussi des simulations qui ont été réalisées pour tester le protocole dans différentes conditions. Des simulations et fun. Oui, on peut simuler un réseau avec un certain nombre de nœuds, dont certains sont malveillants. On peut faire varier la latence, le nombre de transactions. Un peu comme un laboratoire virtuel, en somme. C'est ça. On peut observer comment le système se comporte dans différentes situations. Et ça donne quoi les résultats? Ils sont encourageants. Le RPCA semble tenir ses promesses. Il est robuste, performant et il résiste aux attaques. C'est rassurant. Mais bien sûr, il y a toujours des améliorations possibles. La recherche continue, on découvre de nouvelles techniques, de nouvelles attaques. C'est un domaine en constante évolution. Exactement. Le monde des systèmes distribués est fascinant parce qu'il est en perpétuel mouvement. C'est vraiment impressionnant tout ça. Mais on a beaucoup parlé de paiement. Est-ce que le protocole Ripple, c'est seulement pour ça? Pas forcément. En fait, le protocole Ripple, c'est une infrastructure très flexible. On peut l'utiliser pour plein d'autres types de transactions. Ah oui? Donnez-moi des exemples.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec Ripple? Imaginez le transfert de titres financiers. Avec Ripple, on pourrait acheter et vendre des actions, des obligations beaucoup plus rapidement à moindre coût. Intéressant. On peut aussi penser au programme de fidélité. Les points que les clients accumulent, on pourrait les transférer, les échanger facilement avec Ripple. C'est vrai, ça ouvre des perspectives intéressantes. Exactement. Ripple, ça pourrait révolutionner la façon dont on échange de la valeur, quel que soit le type de valeur. Vous parlez de valeur. Est-ce que Ripple pourrait jouer un rôle dans l'échange de données? Tout à fait. Avec la blockchain, on peut sécuriser, authentifier les données. Et Ripple, avec sa rapidité, sa sécurité, c'est un outil idéal pour ça. Je vois. On pourrait imaginer des applications dans la chaîne d'approvisionnement, par exemple. Exactement. Chaque étape du transport d'un produit pourrait être enregistrée sur la blockchain. Transparente, infalsifiable. C'est ça. Mais est-ce que ces idées, c'est juste de la théorie? Ou est-ce qu'il y a déjà des applications concrètes? Il y a déjà des expérimentations. Certaines banques utilisent Ripple pour des transferts de fonds internationaux. D'accord. Et des entreprises testent Ripple pour la gestion de leur chaîne d'approvisionnement. C'est un début prometteur. Oui, Ripple a le potentiel de transformer beaucoup de secteurs. On a exploré beaucoup d'aspects du protocole Ripple aujourd'hui. On a vu son algorithme de consensus, le RPCA, avec ses UNLs, ses mécanismes de sécurité. On a vu comment il garantit la fiabilité des transactions, même en présence de nœuds malveillants. Et on a entrevu le potentiel de Ripple au-delà des simples paiements. Un potentiel énorme qui pourrait révolutionner la façon dont on échange de la valeur. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était passionnant. Merci à vous. Chers auditeurs, on espère que cette deep dive vous a plu. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration.